Bonjour, nous allons voir ensemble dans cette petite vidéo comment il est possible de prévoir l'état final d'une transformation chimique, c'est-à-dire voir comment à l'avance on est capable de dire quelle quantité de produits vont être formés par la réaction et quelle quantité de réactifs il va rester à la fin de la réaction. Et puis aussi d'ailleurs au passage déterminer à quel moment s'arrête la réaction. Alors pour ça, je vais m'appuyer sur la réaction entre les ions Fe2+ et les ions permanganate, dont l'équation de réaction se trouve écrite par ici. Donc les ions permanganate, c'est ceux qui sont ici dans la burette, sont de couleur violette, et les ions Fe2+ sont dans le bécher et sont donc incolores, et donc ils vont former différents produits. Voilà. Donc regardons ce qui se passe tout de suite quand on mélange les deux. Voilà, vous voyez, au début, le permanganate de potassium violet, quand il tombe dans le bécher, il se décolore tout de suite. C'est-à-dire que cette espèce, qui est d'ailleurs la seule colorée de toutes les espèces présentes dans l'équation de réaction, cette espèce, quand elle tombe, elle est tout de suite consommée par les ions Fe2+, et donc elle réagit avec les ions Fe2+, qui eux ne sont pas totalement consommés, pour donner donc des produits. Donc voilà, ça c'est au départ de la réaction. Mais vient un moment où vient un moment où la solution ne se décolore plus, parce que tous les ions Fe2+ ont été consommés, et donc les ions permanganate qui tombent dans le bécher ne le sont plus, puisqu'ils ne rencontrent plus d'ions Fe2+, et donc ils restent dans le bécher et colorent la solution. Donc la question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est est-ce qu'il est possible de prévoir à partir de quel moment les ions permanganate, enfin en tout cas l'un des réactifs, est en excès par rapport à l'autre, et est-on capable aussi de prévoir la quantité des produits qui vont se former lors de la réaction? Alors, la réponse à cette question, elle va nous être donnée par l'écriture de l'équation de la réaction. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec cette écriture d'une réaction chimique, et puis surtout comment équilibrer une réaction chimique avec des chiffres stoichiométriques, je vous propose, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, de regarder l'autre vidéo du chapitre 4 qui s'appelle Comment équilibrer une réaction chimique. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe pendant une transformation chimique, je vous propose cette animation ici, où on a une équation de réaction avec deux réactifs A et B qui forment deux produits C et D. On a aussi les chiffres stoichiométriques là qui sont devant les réactifs et devant les produits, donc pour l'instant ils sont tous à 1. Donc si vous êtes à ce niveau de la réaction, ça veut dire que vous savez équilibrer une équation de réaction, ou en tout cas vous avez des bons souvenirs de votre classe de seconde, ou alors vous avez vu la vidéo de rappel. Alors cette réaction, du coup, comment elle se lit? Elle se lit de la façon suivante. Quand on consomme une mole de A, on consomme aussi une mole de B, et on forme une mole de C et une mole de D. Et en dessous, on a les quantités de réactifs qu'on va introduire au début de la réaction. Donc là, par exemple, j'ai choisi, c'est complètement aléatoire, d'introduire 5 moles de réactif A et de les faire réagir avec 8 moles de réactif B. Donc, si A et B sont des réactifs solides, ces moles représentent une certaine masse de A qui va réagir avec une certaine masse de B. Mais dans, les, dans, dans cette partie-là du cours, on va traiter les quantités donc en quantité de matière, c'est-à-dire en moles. Donc voilà ce que j'ai au départ comme de chacun des deux réactifs. Et puisque la réaction n'a pas commencé, je suis à l'état initial, pour l'instant, j'ai pas formé de produit, donc j'ai 0 mol de C et 0 mol de D. Donc première chose, c'est de bien faire la différence entre les chiffres qui sont ici, les chiffres stoichiométriques, qui nous disent dans quelle proportion les réactifs vont se consommer, et dans quelle proportion les réactifs vont se former. Donc là, ça nous dit que pour une mole de A, j'ai une mole de B qui réagit, donc c'est une proportion de 1 pour 1, et je forme une mole de C et une mole de D. Et je fais bien la différence entre ces chiffres-là et les quantités que j'introduis à l'état initial. Ces quantités, c'est l'exercice qui me les impose, ou l'expérience que je choisis de faire, ou c'est moi qui m'impose là les quantités que je vais introduire au départ. Et il y a un dernier indicateur qui est sur cette animation, c'est ici ce petit curseur qui s'appelle X, qu'on appelle avancement, et qui, en fait, c'est un petit curseur qui nous dit où on en est dans l'avancement de la réaction.
Au tout début, à l'état initial, ce petit curseur il vaut 0 et il va tendre vers une valeur maximale. Quand il aura atteint sa valeur maximale, la réaction va s'arrêter. Donc je vais faire avancer ce petit curseur. Voilà, et on voit ce qui se passe. Hein. À gauche, les réactifs se consomment, il y en a de moins en moins, et à droite, les produits se forment, il y en a de plus en plus. Donc je continue, je continue, je continue. Voilà, la réaction a atteint son état final, elle s'arrête. Et pourquoi elle s'arrête? On l'a compris, elle s'arrête parce qu'il y a un des deux réactifs qui est complètement épuisé. Il est arrivé à 0. Et donc la réaction se stoppe. Il me reste encore 3 moles de B qui n'ont pas été consommés et j'ai réussi à former 5 moles de produit C et 5 moles de produit D. Voilà. Alors que ce soit les réactifs A qui stoppent la réaction, on s'en doutait un petit peu parce que c'est lui qui avait la plus petite quantité au départ. Mais en fait, c'est pas toujours vrai. Ça dépend des chiffres stoichiométriques de la réaction. Je vais prendre un deuxième exemple avec les mêmes quantités de départ, mais cette fois-ci pour le réactif B, je prends 2 pour le chiffre stoichiométrique. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une mole de A va être consommée, il y aura 2 moles de B à être consommées. On produira, bon, toujours je vais laisser un ici et un ici. Donc on voit que le rythme de consommation de B va être 2 fois plus élevé que le rythme de consommation de A. Regardons ce qui se passe. Donc voilà, les réactifs se consomment, les produits se forment, et hop, cette fois-ci c'est B qui est arrivé à 0, le premier. Donc c'est lui qui stoppe la réaction. Et quand la réaction s'arrête, il me reste encore une mole de A. Et j'ai produit 4 moles de C, 4 moles de D. Donc c'est toujours la même quantité, hein. J'ai toujours autant de C que de D, c'est normal, hein, parce que ils se forment dans les mêmes proportions, mais c'est pas les mêmes chiffres à la fin que tout à l'heure. Là j'ai 4, tout à l'heure j'avais 5. Voilà. Dernière petite chose, petit mot de vocabulaire. Le réactif qui est consommé en premier, qui arrête la réaction, on l'appelle réactif limitant, et l'autre, celui qui reste, donc qui reste encore une certaine quantité à la fin, on l'appelle réactif en excès. Voilà. Alors dans la suite de la vidéo, on va voir comment prévoir lequel des deux réactifs est le réactif limitant, c'est-à-dire lequel va stopper la réaction, et voir aussi comment prévoir la quantité de produit qu'on obtient à la fin de la transformation. Alors, on va regarder ensemble comment il est possible de prévoir l'état final d'une transformation chimique à l'aide d'une méthode qui s'appelle la méthode du tableau d'avancement. Mais avant de vous décrire un tableau d'avancement, enfin cette méthode-là, on va regarder avec les mains un petit peu comment ça se passe de façon un peu intuitive. Donc je vais reprendre les mêmes états initial que dans l'animation, avec 5 moles au départ pour A, 8 moles pour B, et donc 0 pour chacun des deux produits. Et puis je vais me dire, bah voilà, mettons que je consomme une mole de A. Donc si je consomme une mole de A, il va m'en rester 4. 5 moins 1, 4. Et puis, combien il va me rester de mol de B? Ben, la réaction me dit qu'à chaque fois que je consomme une mole de A, je consomme une mole de B. Donc, il va m'en rester 8 moins 1, 7. Combien j'aurais formé de produits C et de produits D? Ben, la réaction me dit, à chaque fois que je consomme une mole de A, je produis une mole de C et une mole de D. Donc, 1 et 1. Voilà, donc la réaction n'est toujours pas terminée puisqu'il me reste encore des réactifs. Donc je continue, je consomme encore une mole de A, il va me rester combien? 3. Et j'aurais aussi consommé une mole de B, donc il me restera 6. J'aurais produit une mole en plus de C et de D, donc ça va me faire 2 et 2 au total. Je continue, je consomme encore une mole de A, etc. Donc là, au total, j'en aurais produit 3 et 3. Je consomme encore une mole de A. Et puis voilà, du coup, j'en aurais produit au total 4 et 4. Je consomme encore une mole de A, et là, j'arrive à 0. La réaction s'arrête puisque j'ai un des deux réactifs qui atteint 0. Et donc, il me restera à l'état final 3 moles de B et j'aurai produit 5 moles de C et 5 moles de D. Donc ça, c'est mon état final, car la réaction s'arrête à ce moment-là parce que j'ai un de mes deux réactifs qui est arrivé à 0. Alors, continuons avec le deuxième exemple, celui où, cette fois-ci, pour une mole de A, on consomme 2 moles de B. Pour les produits, on ne change pas toujours 1 et 1. Donc, je vais continuer avec le même état initial. 5 moles pour A, 8 moles pour B, et donc 0 pour les deux produits. Alors si je consomme une mole de A, ben, il va m'en rester plus que 4, mais cette fois-ci, ça va changer pour B, puisque la réaction me dit pour une mole de A, je consomme 2 moles de B. Donc si j'ai consommé une mole de A, je vais en avoir consommé 2 de B, il ne me restera plus que 6. Pour les produits, ça ne change pas par rapport à tout à l'heure, la réaction continue de me dire que pour une mole de A, je forme une mole de C et une mole de D. Donc si j'ai consommé une mole de A, j'aurais formé une mole de C et une mole de D. Je consomme encore une mole de A, il m'en reste 3. Donc pour B, bah, j'en aurais consommé 2, donc il ne me restera plus que 4. Et j'aurai au total 2C et 2D. Je consomme encore une mole de A, donc il ne me reste plus que 2. Pour B, il ne me restera plus que 2. 3 et 3 ici. Je consomme encore une mole de A,
Donc j'en consomme encore 2 de B, donc il me reste 0. Ça y est, j'ai atteint mon état final, puisque j'ai un de mes réactifs qui est arrivé à 0. Et donc, pour mes produits, 4 et 4. On retrouve bien ce qu'il y avait dans l'animation, que le réactif limitant cette fois-ci c'est le réactif B, et que j'ai formé 4 moles de C et 4 moles de D. Donc regardons ensemble la méthode du tableau d'avancement qui va permettre de systématiser ce que l'on faisait jusqu'à maintenant et nous éviter d'écrire ligne par ligne ce qui se passe. Donc on va tout résumer dans un seul tableau où il y a 3 lignes. Il y a la première ligne, l'état initial. D'abord il y a la ligne bien évidemment avec l'équation de la réaction ici. Et l'état initial. Donc là on va marquer les quantités à l'état initial. Donc je vais reprendre les mêmes tout à l'heure, hein. 5 moles pour A. On va garder les mêmes couleurs, 5 moles pour A, 8 moles pour B, 0 pour C et 0 pour D parce qu'on n'a pas encore commencé la transformation chimique. Et puis ensuite vient l'état intermédiaire. L'état intermédiaire, on se dit, voilà, on se place à un moment quelconque de la transformation qui est compris entre l'état initial et l'état final. Alors à cet état intermédiaire, on se dit, voilà, imaginons que je consomme X moles de A. Combien il va m'en rester? Il va m'en rester ce que j'avais au départ, moins ce que j'ai consommé, c'est-à-dire X. Et puis après, si j'ai consommé X mol de A, la réaction me dit que j'aurais consommé 2 fois plus de B, donc 2X. Donc combien il va me rester de B? Ce que j'avais au départ, 8, moins 2X. Et puis ensuite, combien je vais avoir formé de C et de D? La réaction me dit, si je consomme 1 mol de A, je forme une de C et une de D. Donc si je consomme X mol de A, j'aurais formé X mol de C et X mol de D. Voilà. Maintenant, à l'état final. À l'état final, X, qu'on appelle l'avancement de la réaction, il aura atteint sa valeur maximale. Donc je vais ici marquer 5 moins X qui a pris sa valeur maximale. Pareil pour B, 8 moins 2 fois X maximale. Et ici, j'aurai atteint X maximal, et ici X maximal. Alors que vaut ce X maximal? Moi ce que je sais c'est que le X maximal c'est celui qui va faire en sorte que l'un des deux réactifs arrive à 0. Et donc il faut que je regarde quand est-ce que pour quelle valeur de X max chacun des deux réactifs va arriver à 0. Alors je pose mes deux équations. Je me dis voilà, si c'est A le réactif limitant, je dois avoir 5 moins X max qui doit être égal à 0. Et si c'est B le réactif limitant, alors je dois avoir 8 moins 2X max qui est égal à 0. Je résous ces deux équations. Alors pour A, ça me donne X max qui est égal à 5. Alors X, ça s'exprime en mol, donc c'est des 5 moles. Et ici, X max va être égal à, dans cette deuxième équation, 4 moles. Donc je vois que j'obtiens deux résultats qui sont différents. Lequel je vais conserver? En toute logique, on l'a dit, hein, je vais conserver la valeur de X qui fait que l'un des deux réactifs arrive à 0 en premier. Donc c'est-à-dire la plus petite valeur de X. Donc ce que je conserve, c'est le 4 mol. Le 5 mol, lui, je ne le conserve pas parce qu'il est plus grand que 4. Si j'avais conservé 5, ça voudrait dire qu'à l'état final, j'aurais moins de 0 mol de B. C'est pas possible. Moi, ma réaction, elle s'arrête dès qu'il y en a un des deux qui arrive à 0. Et il y en a un des deux qui arrivera à 0 pour la plus petite valeur de X max possible, donc qui est ici 4 mol. Et donc, en remplaçant ici, donc X max, ça fait 4 mol. Donc, combien il va me rester de mol de A à la fin? 5 moins 4, ça fait donc 1. Et pour B, normalement on devrait trouver 0, hein, puisque c'est lui le réactif limitant, puisque c'est lui qui a donné la bonne valeur de X max. Donc on vérifie. 8 moins 2 fois 4, ça fait 8 moins 8, 0. Voilà, donc on retrouve bien le fait que B soit réactif limitant. Combien de moles j'aurais formé de C et de D? Je remplace X max par sa valeur, donc c'est-à-dire 4. J'aurais formé 4 moles de C et 4 moles de D. On retrouve bien les résultats de tout à l'heure.